Bonjour, rebonjour à tous pour ceux qui nous ont rejoints. On va démarrer du coup la deuxième partie de cette matinée qui va s'intéresser aux nouveaux espaces de manière un peu plus concrète que ce qu'on a vu lors de la première table ronde. Suite aux nombreuses transformations du travail citées justement plus tôt dans la première table ronde, on voit que les espaces de travail évoluent eux aussi. L'aménagement connaît de nombreuses transformations et nombreux bouleversements depuis quelques années. L'open space se réinvente, on parle d'open space 2.0, open space intelligent, flex office. Les espaces deviennent variés, modulables, ils répondent aux différentes activités des collaborateurs. Aujourd'hui, l'accent est mis sur la flexibilité, la créativité, l'innovation, le bien-être, l'agilité, la collaboration, tout ce dont on a déjà un peu parlé lors de la première table ronde. Tout cela vient marquer une rupture avec les bureaux traditionnels. Sur le papier, ça semble séduisant. On va en discuter, voir si dans la réalité c'est le cas. Justement, sur ces sujets, la deuxième table ronde va essayer de voir si les nouveaux espaces tiennent-ils toujours leurs promesses, répondent-ils aux objectifs et injonctions des entreprises, quels sont les retours d'expérience et surtout quelles sont les conséquences de ces nouveaux espaces sur les salariés. Ce sont toutes ces questions qui vont être débattues lors de cette deuxième table ronde. Pour en discuter, je vais appeler les intervenants à venir monter sur scène, s'il vous plaît, et me rejoindre. Alors, donc, on va faire une brève présentation. Donc, on a le plaisir de raccueillir Alain Diriban, directeur-chercheur au CNRS, Ingrid Napichoulet, professeur-chercheur à l'ESSEC, Claire Alain, docteur en psychologie du travail et des organisations, Sandra Garcia, doctorante, consultante en recherche appliquée chez Steelcase, et Emma Villarem, docteur en neurosciences, cofondatrice de Cogix. Merci à tous du coup d'avoir répondu présent pour cette table ronde. On l'a vu déjà précédemment, les transformations spatiales répondent à de nombreux objectifs. Elles sont censées favoriser la collaboration, la flexibilité, la créativité et l'innovation. Il est clair que l'espace a un rôle à jouer. Les espaces individuels tendent à se réduire au profit des espaces collectifs. On travaille en mode projet. Peut-être pour commencer, Alain Diriban, vous qui supervisez le baromètre Actineo, vous pouvez nous dire un mot sur le contexte aujourd'hui. Dans quels espaces travaillent les Français? Quelle est la réalité du terrain? Et quels sont ces nouveaux espaces? Posez bien, alors j'ai une consigne, excusez-moi, posez bien le micro sur le menton pour qu'on vous entende bien. Très rapidement, c'est les autres qui sont les plus intéressants. C'est ce qu'on a commencé à dire tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une multiplication des lieux de travail. Pour compléter par rapport à tout à l'heure, ce n'est pas uniquement du télétravail, mais c'est bien de la multiplication des lieux. Et dans cette dynamique qui s'est fait des bureaux fermés, individuels ou collectifs, la dynamique première qui était vers les bureaux ouverts, est en train d'évoluer vers les flex-office. Mais ce sont les bureaux ouverts qui continuent à se multiplier, plutôt de petite taille, c'est-à-dire moins de 10, plutôt que les grands espaces. Et la dynamique la plus forte, c'est les espaces de coworking. Tellement elles se développent qu'on est obligé de modifier la typologie des espaces de coworking, puisqu'ils ne sont pas uniquement des tiers-lieux, mais ils sont réimportés comme des lieux de travail au sein des immeubles de bureaux traditionnels. Et pourquoi? Parce que justement, comme on l'a évoqué tout à l'heure, ça fait le lien entre le fait de travailler de façon distanciée et le fait de rester dans des lieux de socialisation qui apparaissent tout à fait essentiels. Pour finir, quand on a posé la question qui est « est-ce que vous voulez être tout en télétravail ?» La réponse est massivement non. Par contre, nous souhaitons être dans des bureaux individuels fermés. C'est ce qui sort en premier. Alors, pour les bémols, et je finis avec ça, c'est que ceux qui répondent plus que tous les autres des bureaux individuels fermés, c'est ceux qui sont déjà dans des bureaux individuels fermés, dans des entreprises de petite taille et qui ont le statut de cadre. Quand on pose la question, est-ce que vous êtes favorable à être dans des bureaux ouverts avec multiplication des lieux, bulles de confidentialité et ainsi de suite, ceux qui répondent plus que les autres, ils sont plus jeunes et ils sont déjà travaillant dans des bureaux ouverts. Ce qui veut dire que quand on dit de façon désespérée que les Français ne veulent pas bouger parce qu'ils font de la résistance au changement, en fait c'est faux.
on voit bien qu'on a un problème d'apprentissage, de déplacement des lieux et des normes, et qui renvoie à la question du coup de pour qui c'est du gain et pour qui c'est de la perte. Et là encore, on est obligé de faire très attention. On ne peut pas se contenter des réponses oui ou non. On est obligé de prendre les extrêmes parce que les réponses standards sont tout à fait conformes. Donc vous voyez, il faut prendre ceux qui sont très favorables ou ceux qui sont très défavorables pour avoir en fait la connaissance des choses. Voilà. Après, si vous voulez en savoir plus, vous avez tous les résultats de l'enquête disponibles. Je l'ai déjà dit, vous pourrez le redire. Dans le baromètre Actino, il y a aussi quand même un fait qui ressort, c'est la multiplication du coup des lieux de travail et des espaces aussi. Effectivement, on a, qu'ils soient en poste attitré ou non, le collaborateur a à sa disposition de nouveaux espaces de travail pour se concentrer, collaborer, des salles de créativité, des choses comme ça. À quoi répondent ces nouveaux aménagements ? Qui trouve le plus son compte au final entre l'entreprise et le salarié, et est-ce que finalement ces nouveaux espaces et ces nouveaux aménagements répondent aux objectifs premiers des entreprises ? Alors, il ne faut pas qu'on raisonne, et on l'a vu tout à l'heure, on ne peut pas raisonner uniquement espace de travail. L'espace de travail, c'est un outil, c'est une partie d'un ensemble. On est obligé de raisonner en termes systémiques, entre autres si on s'intéresse à la qualité de vie et au bien-être. C'est-à-dire on est obligé de s'intéresser à la cohérence du système. Voilà. Le lieu de travail, l'organisation du travail qu'on a évoqué, l'organisation hiérarchique, l'équipement technologique dont on pourra parler aussi. Et si vous avez une composante qui est faible, vous pouvez aménager vos lieux de travail de façon aussi fantastique que vous voudrez, ça ne marchera pas. Donc ce qu'il faut toujours, c'est prendre l'ensemble du système. Ensuite, du point de vue des lieux, on constate que par rapport à ce qui a été évoqué au départ, qui sont les open space, les grands plateaux bêtes et méchants, qui étaient la reprise de quelque chose d'ancien, il y a eu un apprentissage qui s'est fait à la fois des aménageurs et des responsables d'entreprise qui vont vers des structures plus intelligentes. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a du travail qui est fait sur les bons projets, les projets qui sont bien construits, du travail qui est fait avec les collaborateurs pour analyser le travail effectif qu'ils font. Et dans ce travail effectif, il y a une étude, quand est-ce que vous avez besoin de vous isoler, quand est-ce que vous avez besoin de travailler avec les autres dans une certaine configuration, ainsi de suite. Quand est-ce qu'il est plus intéressant pour vous, ça a été évoqué compte tenu de vos conditions de trajet, comment il serait plus intéressant pour vous de rester chez vous ou d'aller dans des tiers-lieux intermédiaires, ainsi de suite. Donc ça rend beaucoup plus sophistiqué l'analyse. Après ça, ce n'est pas tout de sophistiqué. Encore faut-il que les collaborateurs, ça a été évoqué, soient capables de connaître la performance de l'outil. Si on vous donne un outil, je ne sais pas, on vous donne un marteau, vous êtes d'un certain type, ce n'est pas certain que vous sachiez faire tout ce que vous pouvez faire avec ce marteau. Donc plus on vous donne des lieux de travail multiples avec des potentialités d'une certaine nature, si vos collaborateurs ne sont pas capables de s'approprier les potentialités de l'outil, bien entendu, ils n'utiliseront pas l'outil au niveau de performance. Et alors c'est là qu'en fait, on voit que les projets immobiliers sont doubles, et si on essaye d'expliquer, ce n'est pas tout de faire l'immeuble et de le livrer. Encore faut-il qu'il y ait appropriation de l'immeuble par ceux à qui c'est destiné. Ça se prépare. Et encore faut-il que l'ensemble de l'entreprise, y compris la hiérarchie, s'approprie le type de travail que vous souhaitez voir installé dans ces lieux de travail. Ce qui, notre collègue ergonome a dit que ce serait bien que les ergonomes remontent un peu dans l'organisation des projets. C'est vrai aussi pour les sociologues et en fait tous les spécialistes de sciences sociales qui ont intérêt on a intérêt à les faire remonter tôt dans les projets avant qu'on boucle avec les aménageurs s'ils n'ont pas ces collaborateurs ou même avec les architectes. Donc on a un vrai problème aujourd'hui, c'est la façon dont on mène les projets immobiliers en relation avec toutes ces questions qu'on va évoquer.
Oui, parce que finalement, on le voit bien, l'espace ne peut pas régler à lui tout seul toutes les problématiques. Il me semble que c'est ce que vous me disiez, Sandra Garcia, justement, qu'il faut quand même plus qu'un simple espace. Il faut aussi fournir notamment la culture qui va avec. Mm-hmm. J'aime bien comment vous avez expliqué ces systèmes. Nous, on le pense comme ça dans tous les cas. Il faut avoir une approche holistique. Nous, on pense expérience de travail. Et dans l'expérience de travail, on prend en compte quels sont les processus de travail, comment on travaille, quelle est la culture de travail. On prend en compte aussi tous les outils, avec quoi on travaille, que ce soit analogue, que ce soit digital. On prend en compte aussi la culture, quelles sont les normes, quelles sont les croyances, quels sont les comportements. Parce que ça va venir dicter, en fait, et ça va venir impacter. Et on a aussi l'espace. Donc, oui, l'espace pour nous, en tant que travailleuse chez Steelcase, consultante chez Steelcase, pour nous, l'espace physique est quelque chose d'important parce que finalement, c'est un peu le langage non-verbal. Ça va envoyer un message très important de qui vous êtes ou qui vous avez envie d'être. Mais si on n'a pas tout le reste des composants qui vont avec, c'est très difficile en fait que l'espace tout seul puisse marcher. On a l'expérience et moi je l'ai déjà vu, des clients qui disent on va mettre un coin café très sympa pour que les collaborateurs puissent avoir un moment de repos. Ils finissent par appeler 2 mois après pour dire votre espace ne marche pas. Est-ce que c'est l'espace qui ne marche pas ou est-ce que finalement il y a une sous-entente dans l'entreprise qui est comme quoi si vous êtes en train d'utiliser ces espaces, vous n'êtes pas productif ou comme quoi le travail productif se passe au bureau et du coup si vous êtes ailleurs, on vous regarde d'une façon un peu méchante. Donc du coup ça bloque complètement et finalement si on va opérer un changement, c'est pas juste opérer un changement des lieux, faire quelque chose de sympa, mais penser justement à, d'une façon très pédagogique, pouvoir amener les gens d'un point A à un point B en leur expliquant quel est le mode d'usage maintenant de ces espaces et pourquoi on est en train de faire cette modification. Parfois, ce qu'on trouve, c'est que l'entreprise décide juste de changer et de dire aux gens maintenant c'est différent. Mais encore une fois, il faut traiter les gens comme des adultes, je pense, et pouvoir expliquer quelles sont les raisons, quels sont les objectifs, qu'est-ce qu'on est en train de faire pour que les gens finalement puissent comprendre et d'une façon ou d'une autre puissent faire une raison de qu'est-ce qu'on fait, pourquoi et comment eux, en fait, ils peuvent faire partie de ce changement et surtout être acteurs et pas juste suivre en fait ce qui les arrive. On voit bien qu'Alain Dirban, et vous-même vous en parlez, il y a une question d'appropriation quand même derrière tous vos propos. Claire Alain, il me semble que c'est notamment l'objet de votre étude. Vous avez étudié le comportement et l'appropriation des salariés dans les espaces de travail collaboratifs et leurs effets sur l'innovation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le résultat de vos recherches ? Oui, absolument. Donc, en fait, je fais une thèse, donc, comme Julie disait, sur l'appropriation et le confort psychologique dans les espaces de travail collaboratifs. Alors, espace de travail collaboratif, je suis dans une entreprise qui a installé des bureaux, donc des espaces ouverts avec des espaces type collaboratifs centraux sans réservation. Puis après, vous trouvez ce qu'on trouve partout, des salles de réunion, des box et des work cafés. Donc, ça me semble important de préciser le type d'espace, puisqu'en fonction des espaces dont on parle, aussi, de la même façon qu'en fonction des entreprises dont on parle, on va avoir des résultats qui sont tout à fait différents. En termes d'appropriation, c'était intéressant de noter ce que vous disiez tous les deux. En fait, les salariés sont arrivés en septembre 2016. Et puis, un groupe de 300 salariés à peu près est arrivé un petit peu plus tard. Et du coup, j'ai voulu faire une étude auprès d'eux sur l'appropriation des espaces sur les premières semaines avec la méthode du journal. Et ce qui était intéressant, c'est que dans l'entreprise, il a été décidé de n'apporter aucun mode d'emploi des espaces, donc aucune façon de faire. Et ce qu'on a pu observer, c'est que les salariés sont arrivés dans les nouveaux espaces de travail et ont finalement transposé leur façon de travailler de façon tout à fait traditionnelle. Donc en fait, ils ont transposé les modes de travail de façon tout à fait traditionnelle. Donc ils se sont installés sur leur poste de travail sans utiliser les nouveaux espaces. Il a fallu attendre 6 semaines pour commencer à voir l'utilisation des nouveaux espaces, mais qui restaient tout à fait traditionnels. Donc on n'était pas sur des modes de travail collaboratif, de partage, d'entraide, etc. On était sur le mode « je vais changer le lieu de réunion en passant d'une réunion fermée dans une salle à une réunion dans un espace ouvert sur une table haute ». Donc en termes d'appropriation et de gestion du changement, c'est vrai que le mode d'emploi des espaces est extrêmement important.
Et je voulais aussi rebondir sur ce que vous disiez, sur le fait d'analyser le travail des personnes avant de les installer dans un espace de travail. Il peut très bien y avoir une analyse qui est faite en amont, mais finalement, ce qu'on peut avoir, c'est des espaces qui sont dits flexibles, donc on va installer les mêmes pour tout le monde, et c'est finalement le salarié qui va devoir devenir flexible à son espace. Et donc, il y a une analyse du travail qui est faite, mais il y a derrière d'autres enjeux, notamment économiques, qui vont venir biaiser cette analyse. Ça me semblait important de le redire. Et vous me disiez, quand on a préparé la table ronde, que pendant vos recherches, vous avez quand même constaté différents stéréotypes de salariés qui remontaient dans l'appropriation des espaces. Alors, juste le mot stéréotype, du coup, c'est plutôt des profils, ou en tout cas des tendances de fonctionnement avec les espaces de travail. Donc, par exemple, j'ai mené une recherche qualitative avant de mener une recherche quantitative, donc avec des entretiens auprès des salariés. Ce qui était intéressant, c'est que les espaces ont été mis en place pour que les gens collaborent plus. Donc, les salariés étaient dans des bureaux fermés, dans des espaces de travail labyrinthiques, donc tout sur un seul étage. Donc on est sur un seul plan. Et donc pour se déplacer d'équipe en équipe, les gens passaient dans tous les espaces de l'entreprise. Donc ils voyaient les métiers, ils voyaient les équipes. Quand ils ont déménagé sur le nouveau site, ils ont doublé la population salariale. Et le plan de l'entreprise a été modifié pour avoir un bâtiment sur plusieurs étages avec des sortes de dents qui faisaient que les gens rentraient dans leur espace de travail, travaillaient avec leur équipe, mais quand ils se déplaçaient, ils étaient dans des voies de circulation très larges et ne voyaient plus les métiers et ne voyaient plus les autres parties de l'entreprise. Ce qui fait que la partie de collaboration des membres de l'entreprise entre eux a été extrêmement limitée par l'implantation dans l'espace, avec un plan d'architecture qui finalement enfermait les gens dans leur micro-zone, dans leur micro-équipe, et ne leur permettait pas de se rencontrer dans leur macro-équipe. Ce qui est intéressant de voir là-dedans, c'est qu'on a aussi des profils de personnes qui sont différentes. Donc, par exemple, vous pouvez avoir des personnes transverses qui vont se déplacer, aller au contact de leurs équipes, travailler en pluridisciplinarité, et qui vont, elles, en tout cas c'est ce qui est remonté dans les entretiens, s'approprier beaucoup plus rapidement l'espace macro, parce qu'elles ont, au travers de leurs activités de travail, cette nécessité de la rencontre. À l'inverse des personnes qui sont plus ancrées sur leur poste de travail, et qui finalement, au quotidien, n'ont pas cette occasion de rencontre, et si elles ne se forcent pas à se déplacer, peuvent passer 1 an, 2 ans dans un nouvel espace de travail sans finalement maîtriser le macro, connaître les personnes qui sont non pas autour d'elles, parce qu'on finit par connaître les personnes qui sont autour de soi, mais les personnes qui sont de l'autre côté de la porte, et ça limite énormément la collaboration à ce niveau-là. On voit bien du coup qu'il y a quand même un risque aussi avec ces nouveaux espaces, un risque de contre-performance. Il y a de nombreuses études qui sont sorties assez récemment sur ces sujets-là, notamment l'étude de Harvard Business School l'année dernière, qui pointait un peu les méfaits de l'open space, notamment avec la baisse des interactions directes et l'augmentation par contre de l'envoi de mails et des échanges par messagerie instantanée. On a aussi l'étude de Paris Workplace qui est sortie il n'y a pas longtemps sur l'augmentation du sentiment d'isolement alors qu'on est censé être de plus en plus connecté, de plus en plus ouvert aux autres et collaboratif. Est-ce que finalement on n'a pas été trop vite dans l'aménagement et la conception de ces nouveaux espaces et la volonté de vouloir à tout prix faire collaborer les individus et on se retrouve aujourd'hui avec quand même un revers de médaille et on se rend bien compte qu'effectivement il y a certains collaborateurs qui finalement ne s'approprient pas ces espaces avec un risque de contre-performance. Ingrid, peut-être vous pouvez réagir là-dessus. C'est la question que vous me posez ou c'est Oui. une réaction que vous me demandez ? Une question, est-ce qu'on n'a pas été trop vite ? Est-ce que les espaces répondent aux besoins des utilisateurs ? Je suis économiste, donc en fait j'ai plutôt envie de répondre à cette question en prenant l'aspect économique. Donc, en fait, on parle d'espace de bureau depuis 2008 essentiellement. Ça fait donc 10 ans. Qu'est-ce qui s'est passé en 2008 ? C'est la crise financière. Avant 2008, on ne parlait que de valeur financière. Si vous regardez aujourd'hui, vous faites hashtag, on ne parle que valeur d'usage. On a focalisé de l'asset management maintenant sur le space management, workplace management. Ça veut dire qu'il y a bien... Ça vend. La preuve, vous êtes là, il y a du monde. Dès qu'on parle de space, ça mange. Alors, pour revenir sur les chiffres fournis par Alain Diribarne, on a monté une enquête, Mon bureau de demain, à l'ESSEC. On peut en dire ce qu'on veut. En tout cas, scientifiquement, elle tient la route. Bien évidemment, c'est un échantillon d'étudiants d'une grande école qui vont faire quoi ? Ils vont travailler dans des bureaux. Donc, on leur demande
où ils aimeraient travailler. Et on revient à nouveau sur l'idée, on a envie d'avoir d'abord, très important, 40%. Pour 40% d'entre eux, l'espace de travail va être déterminant dans le choix de l'employeur. Donc on a envie de savoir, mais ils veulent travailler où ? Et en fait, ils veulent travailler dans un espace attitré. Ça veut dire l'inverse du flex office. Un espace attitré, qu'il soit fermé, petit open space, grand open space, du moment qu'il est déjà attitré. Bon. Vous savez, dans une salle de cours, on va toujours à la même salle, on va toujours à la même place. Et je suppose que vous, quand vous allez vous installer dans une salle comme ici, il y en a qui ont besoin d'être devant, il y en a besoin d'être sur les côtés parce qu'on respire. C'est comme dans l'avion, c'est comme dans le train. On a déjà, on sait à l'avance ce dont on a besoin. Et il y a tout pour faire un monde. Donc en fait, si on regarde économiquement, moi je trouve que c'est très intéressant, c'est de se dire, mais pourquoi on en est là en fait ? Pourquoi on parle de cette question aujourd'hui ? Et de mon expérience, depuis 30 ans que je travaille sur l'immeuble de bureau, c'est vraiment révolutionnaire qu'on s'intéresse à l'usager. Parce que jusqu'à présent, on ne s'y est jamais intéressé quand même à l'usager. Quand même, quand vous regardez la chaîne de valeur, toutes les parties prenantes, l'usager, c'est vraiment celui dont on s'intéresse le moins. On s'intéresse à la rentabilité de l'immeuble, on s'intéresse à l'architecture de l'immeuble, on s'intéresse au coût de l'immeuble récemment. Mais alors, le bien-être des salariés, ça, c'est très récent et ça fait vendre. C'est comme développement personnel. Il y a des hashtags en ce moment, ça fait vendre. Donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi. Et quand vous regardez un peu pourquoi ça s'est mis en place en 2008, bien évidemment, la valeur financière, on ne veut plus en entendre parler. Quand même, toutes les économies s'effondrent à cause, pensez à la crise grecque, pensez vraiment au marasme qui se développe. Il y a 10 ans aussi, c'est le smartphone, c'est l'iPhone. Tiens, c'est étonnant. Il y a 10 ans, au même moment, des entreprises de téléphonie, que ce soit Vodafone, que ce soit SFR, Orange ou d'autres, se disent, tiens, on a un petit appareil qui s'appelle le smartphone, la tablette, qui va faire que si on booste ça, on peut travailler où on veut, quand on veut. Et donc, on peut occuper de nouvelles façons de travailler. Donc, les premiers immeubles où on a du space, la liberté comme on veut, on fait ce qu'on veut en fait. Vous vous rendez compte, le choc culturel ? Eh bien, ce sont justement dans ces immeubles qui deviennent vitrines de ce que l'on vend, c'est-à-dire la technologie. Et puis, vous avez un deuxième courant, très rapidement, ce sont ceux qui vont conseiller. Donc, tous ceux qui vont faire on vend le conseil. C'est aussi une partie prenante du truc. Et puis, il y a également aussi tous ceux qui font le mobilier de bureau, puisque évidemment, si on change les façons de travailler, tout le lobby du mobilier de bureau est concerné, évidemment. Donc, vous voyez qu'il y a tout un nouveau business qui tourne autour de ça, alors que jusqu'alors, le business, c'était plutôt les assets, les avocats, les notaires, tout ce qui tournait autour de la valeur financière. Et là, maintenant, on a eu une galaxie énorme, puisque derrière, c'est l'usager. Et c'est lui qui va, en fait, c'est le salarié. Et là, on a affaire à une organisation tout à fait nouvelle et différente. Donc voilà, moi, j'aime bien remettre dans le contexte. Parce que si on se rappelle, ce n'est pas un effet de mode, mais c'est tout comme quand même. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on a des grandes vagues, sauf que derrière, c'est quoi ? C'est le coût, bien évidemment, le coût immobilier est considérable. Moi, j'attire juste l'attention, et c'est pour ça qu'on a créé une chaire de recherche entièrement dédiée au workplace management à l'ESSEC, c'est que quelle est la productivité réelle de ces espaces de travail ? Au-delà de ce qu'on peut vendre en termes d'image, parce que c'est un service qu'on vend en fait, hein, c'est comme tout. Donc il faut savoir à un moment donné prendre du recul et se dire, quels sont les enjeux économiques derrière ? C'est réellement, mais quelle est la productivité de ces espaces, entre les espaces fermés, les espaces ouverts, sur le bien-être, etc. Et ça, je pense que ça, c'est une réelle question, et de le positionner toujours par rapport aux enjeux économiques et financiers de ces espaces. Quel est le coût réel ? Et dernière chose, pour ne pas être trop longue, je pense qu'il y a quand même, il faut sortir le nez du guidon, hein, parce qu'on ne parle que de ça, c'est de regarder un petit peu ce qui va se passer sur les territoires. Parce que bien évidemment, il y a des aspects très positifs, et on l'a vu dès le départ, c'est les tiers-lieux, on va pouvoir travailler en dehors des quartiers d'affaires traditionnels, mais surtout, c'est qu'est-ce qui devient, quels sont les choix des entreprises aujourd'hui. Quand vous regardez des grands groupes, on ne va pas les nommer, mais de space planning, de coworking, où aujourd'hui, on n'a plus la possibilité de travailler où on veut, en fait. Les entreprises sont obligées de passer par ces grands prestataires de services. Donc, il y a quand même un déséquilibre qui s'annonce sur les marchés des bureaux. Vous êtes une entreprise, vous voulez vous implanter dans Paris, vous avez quoi comme choix ? Pas grand-chose. Vous allez voir le big one. Hein ? Donc, avec un prix unique qui tend à monter. Donc, où est la liberté dans tout ça ? Donc, ça pose question, je dirais. C'est plus trop, est-ce que c'est sympa, il faut mettre un bureau vert, un canapé rouge, est-ce qu'il faut mettre une machine à café ?
moi, je pense que ça, c'est bien, mais c'est vraiment pour se regarder, quoi. Je pense que les réelles questions aujourd'hui, ce sont des questions économiques. Je suis désolée, je suis économiste, mais ce sont des questions économiques. Savoir, mais en fait, dans la chaîne de valeur, on va où? Le coût immobilier, il va être de combien dans plus tard? Parce que c'est qui, en fait, l'offre et la demande, qui sont les acteurs derrière et quels sont leurs raisonnements économiques. Si j'ai répondu à la question? Oui, à peu près. Bon, on est parti sur un autre sujet. Je voudrais revenir sur... Je ne suis pas en train de parler d'autre chose. Je suis en train de parler quand même de l'espace de bureau. Justement, vous parliez du fait qu'on s'intéresse de plus en plus à l'usager, à l'utilisateur, à ses besoins. On voit bien que certains espaces ne répondent pas justement aux besoins des collaborateurs avec un risque de contre-performance. Là-dessus, Emma, vous allez peut-être pouvoir nous éclairer aussi. Donc, je rappelle, docteur en neurosciences. J'imagine que vous avez des chiffres ou des éléments un peu concrets sur quels sont les besoins des utilisateurs dans les espaces de travail. Oui. Donc oui, je suis docteur en neurosciences. On travaille plus largement sur ce qui touche à l'humain. Le cerveau, c'est sûr que c'est central, mais on intègre aussi des approches qui sont liées à la psychologie, etc. Donc, par exemple, une des grandes fonctions cognitives, comme on dit, qui est sollicitée dans les espaces de travail, c'est l'attention. On a besoin de porter attention sur ce qu'on est en train de faire pour le faire efficacement. Le multitasking est un mythe dans le sens où l'attention, dès lors qu'elle est partagée entre deux tâches, est moins efficace et moins forte sur les deux tâches à la fois. Donc demander, j'aimais bien l'appellation des systèmes paradoxants tout à l'heure, demander aux collaborateurs de faire plusieurs choses en même temps, tout en augmentant les sollicitations, en les mettant dans des espaces de travail qui sont ouverts, dans lesquels ils sont sujets à plus de sollicitations, justement, c'est un problème. Notre attention, elle est limitée, donc on peut faire efficacement attention plutôt à une chose à la fois. On estime qu'aujourd'hui, dans les espaces de travail, on est déconcentré toutes les 3 minutes et qu'on met à peu près le même temps à se remettre dans une tâche. Donc on voit très bien comment toutes les notifications auxquelles on est sujet, aussi toutes les sollicitations, qu'elles soient externes, en fait, donc un collègue, une notification, ou même interne, on se rend compte que maintenant, il y a la pulsion de consulter la messagerie pour être le plus réactif possible, pour être le plus efficace possible. Et 50% des sollicitations auxquelles on est sujet proviennent de nous-mêmes, en fait. Donc, on s'interrompt toutes les 3 minutes, ou on est interrompu toutes les 3 minutes, on met à peu près le même temps à se remettre dans une tâche. Donc, on voit la nécessité d'avoir des espaces qui préservent l'attention, avec aussi des modes d'emploi. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, aussi des modes d'emploi pour que les espaces puissent permettre ça, et que l'organisation du travail aussi, c'est pas aux seuls salariés de faire avec tout cet espace-là, et il y a aussi besoin de règles de fonctionnement. Donc voilà, je pense que l'attention, c'est un des paramètres qui est le plus sollicité aujourd'hui et qui est le plus fragile aussi. Oui. J'avais envie de dire aussi, quand on regarde en fait ce qui se passe aujourd'hui dans les bureaux, quand on fait des études d'occupation, etc., on voit qu'on a des bureaux attitrés ou des bureaux fermés qui sont dans un pourcentage de temps assez important. Ça dépend de l'entreprise, ça dépend des départements de services, etc. Mais on peut passer jusqu'à 60% des postes qui sont disponibles dans la journée. Pourquoi ? Parce que en gros, la façon... Est-ce que ça marche ou pas ? Mettez-le, collez bien au bouton. Non, mais je pense que c'est... Je pense que, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est le travail qui a changé. C'est le travail qui a évolué. Auparavant, on était organisé en silo, avec un peu comme à l'usine, où en fait, il fallait produire. C'était une quête d'efficacité. Aujourd'hui, les besoins des markets, la concurrence et tout ce qui se passe fait que on travaille beaucoup plus en mode projet. On a aujourd'hui beaucoup de demandes par rapport au travail agile ou par rapport au design thinking. Est-ce que vous pouvez me faire des espaces qui font comme ça ? Donc en fait, je pense que ce qui se passe, c'est que c'est le travail qui a changé et les espaces n'ont pas suivi. Donc du coup, oui, il y a une vraie notion économique pour dire qu'est-ce que je fais avec tous ces espaces qui ne sont pas en train d'être utilisés d'un côté, et d'un autre côté de dire et finalement je fais quoi avec ces espaces pour que ces gens puissent avoir les espaces dont ils ont besoin pour pouvoir être effectifs, travailler, collaborer, etc. Ça, c'est d'un côté. Après, vous avez dit oui, mais finalement l'espace de travail, le open space, ça va faire que les gens se parlent moins, et ça, je pense que ça fait partie, au fait, si vous dites qu'est-ce qui se passe avec le open space, la plupart des gens vont dire j'aime pas parce que c'est brouillant.
Donc, les gens ne veulent pas faire de bruit. Donc, oui, éventuellement, là où c'est bien, c'est que ça me permet d'avoir une visibilité à dire, tiens, il y a un tel, j'aimerais bien parler avec lui, je n'avais pas pensé que lui, il pourrait avoir la réponse. On peut se voir très facilement autour d'un café, plutôt que de juste arriver, commencer à papoter et du coup faire des bruits que finalement, c'est aussi dans les règles d'usage qui vont venir embêter les autres qui sont autour. Donc finalement, je pense que c'est aussi dans les accords de qu'est-ce qu'on veut, quel type d'espace on veut. On trouve des espaces qui sont beaucoup plus vibrants, beaucoup plus bruyants, des espaces qui sont vraiment dans le quiet, parce que c'est comme ça que les gens ont décidé d'utiliser ces espaces. Et en termes économiques aussi, juste pour dire, je pense que pour nous, en toute honnêteté, je pense que pour nous, c'était économiquement beaucoup plus intéressant de vendre les bureaux fermés, même si on partait en ébénisterie et tout, que les espaces qu'on voit aujourd'hui. Mais finalement, ça fait aussi partie de l'évolution de l'utilisateur. Quand les gens ont commencé à avoir les petits smartphones et tout, qui les ont permis d'aller travailler partout, qu'est-ce qu'on a commencé à voir ? Peut-être pas en France, mais dans d'autres pays, c'est que les gens sont partis. Les gens sont partis des bureaux pour aller travailler dans des coworking, pour aller travailler dans des cafés, dans des Starbucks. Il y avait toute une mouvance. Et finalement, qu'est-ce que les gens se sont dit, ou les patrons se sont dit, j'ai besoin de ces gens, et j'ai besoin de ces gens ici. Parce que c'est ici où ils vont connecter, où ils vont créer, co-créer, où ils vont faire partie de la boîte, de la marque. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on continue à utiliser, ou on commence plutôt à utiliser l'espace comme un atout stratégique pour attirer les gens, pour que ça soit finalement une destination à laquelle les gens vont décider d'y aller. C'est-à-dire, je vais à mon travail parce que c'est là où je connecte, c'est là où j'apprends, c'est là où j'échange, où je me fais coacher et tout, pas parce que j'en ai besoin. Parce que besoin, je le fais chez moi, effectivement, avec tous les outils que j'ai. Et alors, vous disiez que les espaces de travail n'avaient pas forcément évolué. Je ne sais pas si on peut dire ça. On a notamment quand même le cas du flex office qui est apparu depuis maintenant quelques temps et qui tend à se démocratiser, qui pose lui aussi question. J'ai notamment une personne chez Cogix qui me disait que le changement était bon, mais pas tous les jours, que les salariés n'avaient pas envie de se réinventer tous les jours et d'aller chercher une place. Là encore, on a un risque de contre-performance avec la notion de bruit et le risque d'isolement, de perte de territoire. Alain Diriban, vous disiez que ce mouvement se faisait à la rencontre de deux grandes forces profondes, la logique de l'innovation et la logique de la mobilité et du nomadisme. Est-ce qu'aujourd'hui, le flex office répond du coup à ces enjeux-là ? Je voudrais revenir à tout ce qui a été dit sur le moteur, c'est incontestablement au départ un moteur économique. C'est clair. Mais c'est une économique qui, comme il y a aujourd'hui une responsabilité sociale, elle rentre dans le calcul économique, et maintenant on a une responsabilité environnementale qui rentre aussi dans le calcul économique. Donc c'est clair. Ensuite, donc, dans ce calcul, effectivement, on a introduit l'usager, parce qu'un investissement immobilier, c'est one shot, mais en fait, la performance, ce sera le temps d'usage. Donc on a introduit l'usager. Et puis, comme on a introduit l'usager, on a introduit les modalités d'usage. Et alors là, on arrive à la socio, on arrive à la psycho, on arrive au cognitif. Parce que ce qui est intéressant, c'est que les personnes attendent d'un lieu, mettons la même propriété, c'est-à-dire la capacité à s'isoler. Le problème, c'est que la capacité à s'isoler peut être très variable selon la personne, selon le type de lieu. Donc je reviens toujours. On dit les open space, c'est une honte parce qu'il y a du bruit, on ne peut pas se concentrer. Allez dans nos bibliothèques universitaires, vous n'entendez pas un bruit. Et pourtant, c'est un vaste open space. Par contre, il y en a d'autres qui vont vous dire, mais moi, pour m'isoler, je vais au Starbucks parce qu'il me faut un bruit de fond et on soit tranquille. Donc plus on rentre, si vous voulez, dans la personnalité des collaborateurs, plus on est confronté à des problèmes de l'équivalent d'injonction paradoxale. Puisqu'on veut, d'abord, je reviens, un individu, il a en lui des contradictions, c'est déjà pas mal, mais en plus, quand vous mettez un ensemble d'individus que vous voulez retravailler ensemble, la probabilité pour qu'ils soient tous au même format ensemble est une probabilité extrêmement faible.
Donc ça, c'est pour faire le lien avec avant. Il n'y a pas que le grand capital qui gomine tout. Il y a un vrai problème qui est, au fur et à mesure que vous prenez en compte la personne, les personnes sont très différentes. Et comment vous allez faire travailler ensemble de façon harmonieuse des gens qui, en même temps, demandent de plus en plus d'être reconnus en tant qu'eux-mêmes dans ce qu'ils sont. Et donc, du coup, on voit bien qu'il y a une sorte de course. Là, je parle des concepteurs, des concepteurs de ces lieux. Vous avez une course pour essayer de trouver des espèces de compromis, a priori, qui seraient des compromis qui auraient potentiellement une certaine propriété de résoudre ces problèmes contradictoires. Sauf que la vraie solution, c'est quand vous avez les gens qui habitent dedans, c'est-à-dire les gens qui y travaillent. Et donc, en fait, quand on évoquait tout à l'heure les ressources humaines, en fait, elles sont hors jeu, les ressources humaines. Ceux qui ont les vrais problèmes, c'est les lignes hiérarchiques, c'est les managers, c'est qui va faire travailler des gens réels dans ces lieux réels, au-delà de ce qu'étaient les intentionnalités des concepteurs. Alors, les concepteurs aujourd'hui ont fait de très gros progrès. Les aménageurs ont fait de très gros progrès. On voit les équipes projets, les grosses équipes projets, elles se sont énormément étoffées en plein de disciplines. Sauf que ça vient buter sur la réalité de l'entreprise elle-même. Et donc, toutes nos histoires dont on a parlé, de qualité de vie au travail, de bien-être au travail, je laisse de nouveau de côté le bonheur, qui est en fait une escroquerie de premier ordre. Revenons aux choses un peu plus sérieuses. C'est comment des professionnels vont concevoir des espaces qui vont être destinés à des gens qui, par ailleurs, sont des gens qui font autre chose. Alors, en plus, on a évoqué les aspects, par exemple, d'isolement. Mais l'isolement, la grande découverte, c'est que sur les réseaux sociaux, les utilisateurs de smartphones et autres, ils ont 25% qui souffrent d'isolement total. Donc là encore, ce n'est pas l'outil qui fait la chose, c'est l'usage de l'outil dans des relations sociales. Par contre, ce que vous évoquez en psychocognitif, où là c'est robuste, c'est qu'effectivement, quand vous avez des interruptions, le problème du cerveau, pour reprendre les choses, c'est complètement idiot de hacher. Alors, du coup, si on rajoute le résultat de ces travaux en psychocognitif, alors ça veut dire que c'est la façon dont on va travailler qui va utiliser ça pour justement faire en sorte qu'on travaille mieux. Mais ce n'est pas le bureau. Justement, vous voyez, ce n'est pas pour casser le rôle du bureau. C'est pour dire vraiment, il faut absolument que quand on travaille sur le bureau, on travaille convenablement. Moi, les résultats de votre enquête de l'ESSEC, de vos jeunes, et ils voulaient aussi être dans les capitales des grands groupes. Ils ne voulaient pas être en fin fond de la province en Lozère. Ils voulaient être dans les bons quartiers, des bons endroits. Et qu'on si. Non, il y a un retour vers les métropoles, ah oui, vers les petites villes. Non, justement. Ah, il faudrait que je la relise alors. Ingrid, pour rebondir sur la question des besoins, vous me disiez que le Flex Office, selon vous, répondait aux besoins des entreprises et non pas aux besoins des utilisateurs. Quels sont les enjeux là-dessus? Quelles sont les limites? J'ai dit ça? Oui. Oui, je sais, je suis enregistrée, ça circule déjà sur le web, on ne demande pas l'autorisation, allez-y gaiement. Je ne sais plus ce que j'ai envie de dire. Que le Flex Office répondait plutôt à un objectif et à un besoin des entreprises et ne prenait pas en compte le besoin des utilisateurs. J'ai dit qu'en fait, dans l'enquête Mon bureau demain, on a posé la question, notamment sur le bureau idéal, et le Flex Office n'arrivait qu'à 8%, ainsi que le coworking. Donc idéalement, les jeunes... Alors, faut-il faire une différenciation entre les seniors, les classes on s'aperçoit dans nos travaux actuellement qu'en fait, il n'y a pas vraiment de différenciation d'âge. Mais en tout cas, cet échantillon qui représente les jeunes, les jeunes n'ont pas envie d'aller travailler dans du flex office. Alors, on s'est intéressé à ceux qui avaient fait un stage, puisqu'ils sont obligés de faire un stage quand même 18 mois, c'est quand même pas mal. Donc, ceux qui ont fait déjà une expérience professionnelle, notamment dans le flex office, ils n'ont pas envie d'y retourner. C'est clair aussi. Donc, se pose la question, en effet, qui choisit d'aller dans le flex office. Alors,
voilà ce que je peux dire sur le flex office. Alors, bien évidemment, on le sait tous, je veux dire, c'est pas un secret, c'est que quand vous n'attitrez pas un bureau, vous vous placez où vous voulez. Alors, il y a des arguments pour le dire. On n'occupe pas un bureau pendant 50%, c'est vrai qu'on ne travaille pas la nuit, donc, et les vacances non plus. Donc, en fait, c'est vrai, laissons les bureaux ouverts à tous et on s'y installe quand on veut. Évidemment que ça réduit le coût du poste de travail, évidemment. Donc ça, il ne faut pas avoir fait des études extraordinairement longues pour savoir que si on ramène le poste de travail, le coût du poste de travail aux salariés, on réduit. Maintenant, le flex office, ça engendre, c'est bien pour ça qu'on est là, un stress, forcément. Alors, il y a un avantage quand on a le choix, il y a un stress quand on n'a pas le choix, mais c'est comme pour tout, en fait. Hein. Je pense qu'aussi, c'est tellement évident. Je vais faire la transition avec ce que vous me dites. On voit bien qu'on parle de poste attitré, de flex office, de besoin des utilisateurs. Derrière tout ça, il y a quand même une notion de territoire. Les collaborateurs ont besoin d'avoir un certain territoire, un point d'ancrage. Il y a un espace dont on n'a pas encore énormément parlé, qui lui aussi a un nouvel espace de travail, qui est le point d'ancrage par excellence dans l'entreprise. C'est l'espace de restauration, qui lui aussi connaît de nombreuses évolutions et bouge en fonction des usages. Je vais vous proposer du coup de nous attarder une quinzaine de minutes dessus. Hop. Et d'accueillir Jafar Chadraji de Bleu Vert Concept qui va revenir sur les évolutions de cet espace et son rôle en entreprise. Oui. Bonjour. Je suis ravie d'être ici pour évoquer ces sujets en fait, d'environnement de travail. Ce sont des sujets en fait, qui nous passionnent. Puisque ça façonne en fait le monde du travail d'aujourd'hui et puis le monde du travail de demain et de manière générale notre société. Alors à l'heure où on parle en fait de flex office, de mobilité, à l'heure où on parle de home office, à l'heure où on parle d'optimisation, si ce n'est pas de réduction en fait de superficie. Le monde de l'immobilier, et là je parle vraiment de tout le monde, a jeté son dévolu sur les espaces de restauration dans les entreprises. Pourquoi ? Bon, à juste titre, hein, parce que pendant des années, ce sont des espaces en fait, qui ont occupé énormément de superficie, où on ne cherchait pas forcément l'optimisation, c'est-à-dire qu'on était vraiment dans la standardisation de se dire j'ai besoin de servir 500 couverts, il me faut autant de superficie, 1000 couverts, 1500 couverts. Voilà, on ne se posait pas plus de questions que ça, on déroulait. Donc on peut comprendre aussi voilà, pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui. Ce sont des espaces qui génèrent des investissements relativement lourds. En coût au mètre carré, évidemment, aménager un bureau, c'est bien moins cher que d'aménager en fait, des espaces de restauration qui sont un concentré en fait, de techniques. Et puis, on a une particularité française, d'ailleurs on va pas tarder là, c'est que en fait, notre estomac nous appelle systématiquement entre 12h15 et 13h15. Donc en fait, on a des superficies folles qui sont utilisées juste pendant 2 heures en fait, dans la journée parce que y a les horaires d'ouverture qu'on nous a imposés et parce que c'est aussi culturel en fait. Donc voilà, donc trop surdimensionnement, des salles démesurées pour une utilisation moindre. Alors, on a imaginé en fait rendre ces lieux multi-usages à juste titre, pouvoir aller un petit peu plus loin. Alors, jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans l'hybridation ? Jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans la multiplication des usages en fait dans ces lieux de restauration ? Je suis Sarah Jafar-Chad, je dirige une agence qui s'appelle Bleu Vert Concept. Nous accompagnons nos clients, directeurs de l'environnement de travail, donneurs d'ordre direct, cabinets d'architectes ou les acteurs de l'immobilier dans la conceptualisation, la programmation et la réalisation en fait, de ces lieux de vie qui ne sont plus que des restaurants, mais qui sont devenus vraiment de véritables lieux de vie multi-usages, des tiers-lieux comme on aime à les appeler. Alors que va devenir notre chère cantine ? Parce que c'est vraiment le terme qu'on utilise encore aujourd'hui, qu'on a essayé d'oublier mais qu'on utilise encore aujourd'hui. Et jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans l'hybridation ?
Nous, chez Bleu Vert Concept, on a aussi la particularité d'avoir une vision, je dirais, 360 degrés en fait, du secteur CHR, café, hôtel, restaurant, dans la mesure où en fait, on travaille énormément pour la restauration commerciale. Et la restauration commerciale, depuis très longtemps, ont cette préoccupation d'optimisation des superficies. Donc, on essaye d'appliquer ces règles-là dans la restauration d'entreprise. Je vais tenter de vous apporter quelques clés. Alors, j'ai pas résisté à l'envie de faire un petit peu d'histoire parce que finalement, ça nous permet aussi de revenir sur l'histoire, ça nous permet aussi de comprendre notre relation avec ces espaces-là et pourquoi est-ce qu'on y tient autant. Est-ce que vous avez une idée de la période à laquelle sont nées les premières cantines d'entreprise et dans quel contexte ? Lancez-vous. Alors, on parle en fait les études qui ont été menées. En fait, les premières cantines d'entreprise sont nées, comme c'est souvent le cas dans un milieu qui est assez précurseur, c'est dans l'armée, dans la deuxième partie en fait du XVIIIe siècle. Après, ça s'est démocratisé dans les usines, dans les banques, dans les grandes banques. Alors, on était bien loin des préoccupations qu'on peut avoir aujourd'hui, de bien-être au travail, de se soucier, encore une fois, de ce que les gens vont manger. On était plutôt dans une optique de rationaliser. L'idée, c'était de garder le plus longtemps possible les gens sur le lieu de travail, qui ne viennent pas avec leur gamelle, sortir 2 heures. C'était vraiment les maintenir le plus longtemps possible. On n'était pas sur les 35 heures. Et puis, il y avait aussi un objectif de santé publique, parce que parfois, ça constituait le seul repas de la journée. Et donc, c'était important aussi de les nourrir. En termes d'aménagement, comme vous pouvez le voir là sur les 2 photos que j'ai trouvées, la photo de gauche de M. Doineau, là on est dans l'usine Renault, et puis la photo de droite, on est chez Schneider. On était sur du service à table, les cuisines pouvaient être ouvertes ou fermées, mais en tout cas, on était sur du service à table. Alors, vous savez que le service à table, récemment, on y revient, on est nostalgique. Donc, voilà. Mais c'était en tout cas le mode de service qui était privilégié et puis qui a perduré en fait pendant très longtemps, jusqu'au XXe siècle. Et dans les années 60-70, en recherche en fait de modernité et de liberté, vous voyez, à chaque fois, c'est toujours lié en fait à notre histoire. On a en fait basculé sur du libre service. Donc, fini le service à table. Alors, vous voyez là sur cette magnifique photo, qui ne date pas des années 60-70, puisqu'elle a été prise il y a 1 mois dans la Pampa auvergnate. Donc, ça veut dire que ça existe encore aujourd'hui. Donc on était sur un linéaire qui permet en fait, qui offre la liberté de se servir et pas d'être servi à table. Et puis en termes d'aménagement, les cuisines, comme vous pouvez le voir, relativement ouvertes, ont privilégié plutôt l'aspect fonctionnel que l'aspect esthétique. Jusqu'après, au niveau des aménagements, on se retrouvait avec plus des réfectoires qu'autre chose. Et puis au fil des années, 90-2000, la cantine a laissé place au restaurant. D'ailleurs, il y a eu et ça continue d'ailleurs, sauf que maintenant c'est devenu un élément marketing, beaucoup de restaurateurs se sont battus pour ne plus appeler ça la cantine parce qu'il y avait un côté vraiment très péjoratif. Mais d'appeler ça vraiment le restaurant. Donc, on en est venu à apporter une attention particulière à l'esthétique de ces lieux-là. Et on a compris qu'il y avait un vrai potentiel. Ce sont des lieux où les gens se retrouvent. C'est vraiment un lieu de rendez-vous. C'est un potentiel pour l'entreprise de communiquer à la fois en interne auprès des collaborateurs. On voit, il y a un vrai enjeu social. Et à la fois une espèce de vitrine en fait, pour l'entreprise, quand on reçoit des partenaires, quand on reçoit des clients, qu'on est dans une négociation, le moment du repas, si on sort de l'entreprise, c'est qu'on ne doit pas avoir quelque chose de sympa à montrer, quoi. Voilà. Donc voilà un peu l'évolution. Les linéaires vont laisser place après petit à petit à ce qu'on appelle des free flow, avec des comptoirs thématisés où il n'y a plus de frontières en fait, entre la salle et puis la partie technique. Et les crises alimentaires aidant, la cuisine va redevenir ouverte, là où pendant longtemps on cachait en fait, les espaces techniques, on cachait l'inox, on cachait les équipements et le matériel. Aujourd'hui, les gens ont envie de voir ce qui se passe, ont envie de voir le cuisinier travailler parce que ça les rassure et parce qu'il y a aussi une mise en valeur finalement du savoir-faire.
aujourd'hui, là, depuis une dizaine d'années déjà, en fait, on a attaqué, je dirais, l'ère de la restauration et des services. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur que de la restauration, mais également des services associés. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, dans ces lieux-là, en dehors de la restauration? On a commencé à se dire, après tout, c'est un lieu de passage, donc pourquoi pas proposer des services pratiques pour les collaborateurs. Donc, tout ce qui concerne la conciergerie. Je vais chercher mon colis, je peux... aller faire mon pressing, la cordonnerie, enfin tous ces éléments, en fait, tous ces services pratiques qu'on n'a pas forcément le temps de faire au quotidien. Et puis on a commencé aussi à mettre en valeur la restauration en organisant des cooking classes, en permettant aussi aux collaborateurs d'acheter, pourquoi pas, des paniers de légumes, de fruits, d'acheter leur pain en rentrant le soir, pourquoi pas, parce qu'ils n'ont pas le temps. Et puis on a diversifié aussi les modes de restauration, c'est-à-dire que là où on était vraiment sur des aménagements qui permettaient juste d'avoir ce qu'on appelle classiquement le self-service, on a diversifié avec beaucoup de restauration alternative. C'est une tendance anglo-saxonne en fait qui est très forte. Beaucoup de restauration rapide, restauration alternative, coffee shop, de la brasserie, club de direction. Donc vraiment pouvoir offrir en fait une palette de restauration et de services aux collaborateurs. Tout ça dans l'optique de fidéliser, parce que comme vous le disiez tout à l'heure à juste titre en introduction, les générations déjà d'aujourd'hui et de demain ne vont plus regarder uniquement l'aspect, je dirais, matériel, le salaire, l'ordinateur, le téléphone, voilà, ils peuvent se les payer, mais plus justement le cadre de travail, et les espaces de restauration et de service en font largement partie. Mais à trop vouloir, en fait, effacer les frontières entre les territoires travail et restauration et pause, est-ce que finalement on n'en vient pas en fait à dénaturer et à se séparer en fait de l'âme et de l'essence de ces lieux et de leur vocation, parce qu'encore une fois, je vous le rappelle, il y a vraiment une exception française, contrairement aux pays anglo-saxons. En France, alors il y a eu des tentatives. Moi, on a été des dizaines de fois sollicités sur des programmes immobiliers où, au départ, on s'était dit on ne fait pas d'espace de restauration parce que ça coûte trop cher, parce qu'après tout, on leur donnera des tickets restaurants, ils auront dehors, et où on a eu du mal en fait à commercialiser, on a eu du mal à louer, parce que systématiquement, les gens étaient en demande, alors pas forcément le restaurant déployé dans toute sa splendeur, mais en tout cas d'un lieu de convivialité, d'un lieu de partage et d'échange. Et ces termes de convivialité, le rendez-vous, de réconfort, de lieu de partage, c'est vraiment des termes qu'on retrouve dans la bouche de nos clients. Ils nous disent, voilà, nous surtout, on veut être en rupture avec les codes du bureau, oui, pour venir travailler de manière informelle, pour faire un petit entretien comme ça, mais on ne veut pas que ça devienne en fait un bureau bis. On veut vraiment que ça garde son identité, parce que c'est un peu notre maison, quoi, en fait. Voilà, il y a vraiment cette relation affective en fait avec cet espace-là. Mais il y a une réalité immobilière et financière, et effectivement, ces espaces-là, de toute façon, se doivent en fait d'évoluer. Alors, je voudrais juste faire ouvrir une parenthèse sur les particularités de ces espaces-là, et vous dire pourquoi est-ce que ça ne peut pas devenir des bureaux bis, et pourquoi on ne peut pas aller trop loin en fait dans les aménagements de bureaux dans lesquels on va pouvoir déjeuner. Parce qu'en fait, ces espaces-là vous le savez, il y a une technicité particulière et une attention particulière à porter sur certains critères. On peut balayer quelques-uns là ensemble. La première chose, c'est le traitement de l'air. Ça, c'est une vraie problématique en fait qu'on rencontre souvent. C'est le sous-dimensionnement en fait des extractions, et qui génère en fait des odeurs qui sont certes agréables en fait quand on descend à midi pour déjeuner, mais qui peuvent devenir un frein en fait si on souhaite travailler tout au long de la journée dans ces espaces-là. Donc apporter une attention particulière, et ça signifie pour nous en fait dès la conception d'imaginer quel concept on va faire. Est-ce qu'on sera en cuisine ouverte? Est-ce qu'on sera en cuisine fermée? Est-ce qu'on va faire de la cuisine sur place? Il n'y a aucune obligation.
et en fonction de ça, de dimensionner justement tous ces paramètres. C'est un espace aussi où on utilise des matériaux qui sont particuliers. On n'utilise pas les mêmes matériaux qu'on va avoir dans des bureaux parce que la réglementation, l'hygiène nécessite en fait que ce soit des matériaux nettoyables, désinfectables facilement, comme vous pouvez l'imaginer. Et puis, une aberration aussi qu'on voit parfois, c'est de garder une proportion, je dirais, raisonnable dans l'aménagement du mobilier, de la partie salle, pour pouvoir y déjeuner. C'est-à-dire que là, j'ai un exemple typiquement sous les yeux, de table basse, par exemple, de ce type-là. Oui, pour en proposer, parce que pour prendre un café, c'est absolument parfait. Mais d'aménager un tiers de la salle comme ça, on n'arrivera pas à manger, parce qu'on va manger dans ses genoux. Et puis c'est pas pratique, on peut rien y poser. Donc il y a quand même aussi un mobilier qui est spécifique, et j'ai pour habitude de dire à mes clients qu'il est plus facile en fait de travailler dans un restaurant, parce qu'en fait on est je dirais sur une hypothèse entre guillemets pessimiste, que de manger en fait dans un bureau ou dans des espaces de détente et de pause informels qui vont pas forcément permettre en fait de pouvoir déjeuner tranquillement. Un élément qui est très important aussi, que nous on intègre dès la programmation et des études de faisabilité, c'est l'acoustique. On en a parlé tout à l'heure, c'est extrêmement important. C'est des lieux de passage, de grande affluence, où il est nécessaire vraiment de porter une attention particulière. Et aujourd'hui, on fait malheureusement trop de palliatifs et pas suffisamment de préventifs, toujours pour des questions de coût. Ça coûte extrêmement cher. Et on néglige ça, et puis on se retrouve après à devoir apporter des solutions, mais qui de toute façon ne seront jamais efficaces qu'une solution qui aurait été apportée d'emblée. Et puis, je voudrais, sur les différents critères, alors, il y en a plein, on ne va pas forcément tout passer en revue, mais apporter une attention particulière à l'atmosphère des lieux. C'est très important. Tout à l'heure, vous l'avez dit, les gens sont en attente en fait, d'avoir des codes domestiques, des éléments qui leur rappellent un peu la maison dans ces espaces-là. Et effectivement, c'est très important. Mais encore une fois, on revient à la notion de chaleur, de convivialité et de réconfort. Voilà, pour aller à l'encontre des espaces qui peuvent être parfois un peu aseptisés, et de sortir un peu des codes de la collectivité. Vous avez compris, la clé, c'est vraiment c'est de faire du sur-mesure. C'est ce que nous, en tout cas, on essaye de faire. C'est que voilà, à chaque entreprise, son espace son lieu de vie intégrant de la restauration et des services. Il n'y a plus de standards, comme ça pouvait être fait avant, où encore une fois, en fonction de la superficie, on partait du principe qu'il y avait X mètres carrés qui étaient dédiés en fait à la restauration. Quelle est notre vision pour demain, pour ces espaces-là? Est-ce que c'est des espaces qui sont amenés à disparaître? Alors, vous l'avez compris, je ne crois pas. Je pense qu'en France, on tient vraiment à ces espaces-là. Il y a vraiment une relation affective en fait avec la cantine. D'ailleurs, pendant longtemps, je vous disais, on a essayé de bannir ce terme-là, mais maintenant, on en fait un outil marketing, si bien que voilà, les restaurateurs eux-mêmes en fait demandent à ce qu'on les renomme en fait la cantine, pour les raisons que je viens de vous évoquer. Nous pensons que, en fait, avec le développement du travail nomade, avec le développement des espaces, des tiers-lieux, vous avez vu dans l'actualité, très récemment, le gouvernement a débloqué des fonds, en fait, pour développer les tiers-lieux. Vous savez, c'est ces endroits, en fait, où on se retrouve pour travailler, pour jardiner, pour échanger, des lieux un peu intergénérationnels. Donc on y mange, on y travaille, etc. Et d'ailleurs, il y a une instance qui a été créée en fait sur le sujet. Nous pensons que demain, il y a matière pour l'entreprise en fait à s'ouvrir davantage vers l'extérieur. On pense qu'il y aura plus de perméabilité, c'est-à-dire que là où aujourd'hui ces lieux-là sont fermés et sont uniquement dédiés aux personnes de l'entreprise ou de l'immeuble dans lequel on se trouve, on pense que demain, il y aura une ouverture vers l'extérieur parce que l'entreprise va vivre, c'est déjà le cas, mais va vivre dans son quartier, dans son environnement. Et pourquoi pas ouvrir ces lieux-là, en fait, tout simplement à l'extérieur? Pourquoi avoir forcément les restaurants et les lieux de vie au sein de l'entreprise et ensuite
du coworking et des espaces de travail à l'extérieur. Pourquoi est-ce que finalement ça ne pourrait pas être la même chose, ce qui permettrait d'aller dans le sens justement du côté économique, au niveau des surfaces, mais également d'optimiser finalement ces investissements et ces outils de travail qui peuvent effectivement parfois coûter cher, de pouvoir les amortir davantage. Donc après, ça nécessitera effectivement que la réglementation puisse se modifier en fait dans ce sens. Mais en tout cas, on espère et on pense que c'est dans ce sens que ça va évoluer. Voilà, comme dirait Blanche Gardin, voilà ce que j'avais envie de vous dire. Merci. Et puis, je suis à votre disposition pour les questions tout à l'heure. Oui, tout à fait. Mes intervenants sont partis. J'avais prévu de les laisser sur scène, mais finalement, ils se sont rassis à leur place. Je vais vous demander de revenir pour conclure ensemble, s'il vous plaît. Sarah, je vous invite à vous asseoir aussi. Il me semble qu'Ingrid Napichoulet a dû partir entre-temps, mais remplacée par Sarah. On le voit bien là encore avec l'illustration de la restauration. On ne peut pas faire n'importe quoi. Même si on essaie de casser les codes, il y a quand même des besoins, des rythmes à respecter. En conclusion, on en a déjà un petit peu parlé avec Alain, mais j'aimerais vous poser la question à tous. Est-ce que finalement une synthèse est possible entre les besoins intellectuels, cognitifs, sociologiques, psychologiques des salariés, qui eux-mêmes déjà peuvent être contradictoires, et les besoins des entreprises? Alors, c'est difficile. Je pense que la question du sur-mesure qui était abordée là est assez importante. Comme on le disait tout à l'heure, chaque humain a un cerveau différent, parce qu'en fonction de nos expériences, d'où on est né, de même in utero, ce qu'on a vécu, on a des cerveaux différents, donc on a des besoins différents, on a nous-mêmes des contradictions. Donc, essayer de se rapprocher au plus près de ce dont les individus ont besoin. On parlait des espaces de restauration. La pause, c'est crucial, en fait, d'organiser des espaces pour permettre aux gens de prendre des pauses, parce que ça les rend plus efficaces après, mais ça augmente aussi leur bien-être. Donc, je dirais que c'est un équilibre difficile entre les besoins des individus, les besoins des groupes et les besoins de l'entreprise. Je pense qu'il n'y a pas de méthode miracle, malheureusement. Il faut s'adapter vraiment aux besoins des individus. Nous, on a travaillé, par exemple, sur un déménagement d'une entreprise où l'enjeu, c'était d'avoir un open space où tout le monde pouvait s'entendre et se voir à chaque instant, parce qu'ils travaillent, ils font une activité qui nécessite de pouvoir s'interpeller, en fait, ce qui est un besoin qui n'est pas vraiment le besoin moyen, disons. On a plutôt besoin d'espace où on peut avoir sa bulle. Donc voilà, essayer de se rapprocher au plus près des activités et des besoins des individus et des équipes. Je sais pas vraiment une réponse satisfaisante, mais je pense que... C'est déjà un début de réponse, peut-être. Claire, Alain, vous voulez réagir là-dessus? Claire et Alain, du coup, oui. Moi, j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de facteurs qui jouent. Et c'est pour ça que normalement, quand on fait une intervention, c'est quelque chose qu'on fait sur mesure pour l'organisation. C'est-à-dire, et là tout à l'heure, quand on parlait des conduites des changements, par exemple, c'est pour ça qu'on disait on a besoin de 2 ans, 3 ans d'avance. On ne peut pas en fait aider les collaborateurs à changer en 3 mois. Et c'est précisément parce qu'il faut travailler avec l'entreprise, il faut faire un bon diagnostic de quelle est la situation aujourd'hui, de comprendre quelle est la culture, quel est l'aménagement, quel est le gap en fait qu'ils vont devoir sauter, pour éventuellement pouvoir dire OK, et quel futur viable pour cette entreprise, et finalement pouvoir construire quelque chose qui fait de sens pour l'entreprise et pour chacun des départements. On peut pas, en fait, il faut sortir des sentiers battus et des solutions déjà faites pour dire en fait on a bien aimé ce que cette entreprise a fait et il faut faire copier-coller. Non, il faut bien comprendre que c'est des mondes différents et qu'à l'intérieur de chaque entreprise il y a des mondes sociaux différents. Donc il faut d'une certaine façon pouvoir prendre en compte ces particularités, et finalement c'est très difficile en fait de faire sur mesure pour tout le monde, et c'est pour ça que dans la plupart des solutions, dans les cas, la façon dont on l'aborde, on dit est-ce qu'on peut fournir un écosystème des lieux et des destinations pour que chaque utilisateur puisse, par rapport à lui, à son vécu, à sa situation, à son travail, même à son humeur de la journée,
qu'ils puissent se dire, aujourd'hui, pour faire mon meilleur travail, j'ai besoin d'aller là, ou plutôt de m'isoler, plutôt de ne pas venir au travail et de rester chez moi. Donc en fait, c'est le fait de donner cet écosystème et en plus, avoir un management qui permet d'avoir le choix et les contrôles de l'utilisateur pour qu'il puisse finalement se dire, j'ai fait ci ou j'ai fait là. Pour répondre simplement à la question, moi j'y verrais 2 axes. Le premier axe, c'est les espaces purs, où effectivement, les espaces que j'ai pu visiter et celui que j'étudie ne sont pas proches du sur-mesure. À nouveau, c'est plutôt des espaces assez classiques où l'individu doit s'habituer et quel que soit son métier, effectivement, réfléchir à l'espace qu'il veut pour l'activité qu'il doit mener. C'est une problématique en termes de gestion, parce que quand vous êtes dans votre bureau fermé et que vous avez vos activités dans un seul espace, finalement, vous n'avez pas besoin de réfléchir à là où vous devez mener votre activité. Quand vous devez commencer à réfléchir où vous devez mener votre activité, en fonction de qui, à quel endroit, et que vous passez 15 minutes à chercher votre lieu, ça rajoute une charge de travail et ça rajoute du stress pour les salariés. Donc, à mon sens, les espaces aujourd'hui ne sont pas assez proches des activités de travail et pas assez proches d'un sur-mesure, mais ça vient à l'encontre d'une notion économique qui fait que plus on multiplie les types d'espaces, plus on peut avoir besoin de mètres carrés et donc un espace qui coûte plus cher. Le deuxième axe, c'est à nouveau ne pas oublier que l'espace, c'est un outil, et à mon sens, il faut aussi s'intéresser aux caractéristiques du travail, donc l'autonomie des salariés, comment est-ce qu'ils réalisent leur travail, quel est le type de management, quelle est la culture de l'entreprise, et finalement, même si votre espace est pensé ou est designé de la meilleure façon qui soit, si les éléments organisationnels ne permettent pas d'accompagner le travail, ça ne marchera pas. Voilà. Alain, vous avez eu le mot du début, vous aurez le mot de la fin. Moi, je voudrais revenir au restaurant, qui est absolument passionnant, ce qui est en train de se passer autour des restaurants. D'abord, il ne faut pas oublier qu'en droit du travail en France, on n'a pas le droit de se restaurer sur son poste de travail. C'est interdit. On sait plus ce que c'est que le poste de travail. Donc, à quel endroit c'est interdit de se restaurer en même temps? Deuxièmement, vous l'avez dit, les Français restent très attachés au repas de midi. Mais ils sont en train de considérablement évoluer dans la façon dont ils se restaurent à midi. Enfin, le restaurant, la même chose, était tout à fait intéressant quand on analysait les immeubles de sièges sociaux, où il y avait le restaurant, qui était un peu la cantine, il y avait les salles de restaurant des cadres, et il y avait la salle de restaurant en haut de la direction où on recevait les gens. Donc le restaurant était aussi un élément de statut. Ce qui est en train de se faire, la même chose que vous avez fait, c'est que le restaurant est devenu un peu le restaurant de tout le monde. Et également, comme ça a été dit, du point de vue économique, le restaurant étant peu utilisé quand on prenait la totalité du temps d'usage, de plus en plus, en dehors des temps d'usage en tant que restaurant, ça devient plutôt des lieux de réunion que des postes de travail, au sens classique. Donc en fait, ça étend la possibilité de faire des réunions et en même temps de grignoter ou de manger. C'est permis. Alors, ce qui est en train de se faire, vous avez dit, c'est que c'est des lieux de vie, en même temps que des lieux de travail, c'est important, et ils se diversifient en tant que lieu, parce qu'on voit qu'il y a le restaurant, mais il y a aussi les cafétérias deviennent des sortes de sous-bouts de restaurants, et ainsi de suite. Je ne parle pas du coin café qui évolue aussi. Mais ce que vous dites qui devient un peu aussi passionnant, c'est que quand le restaurant est un lieu de travail en dehors, puisqu'on a regardé le restaurant dans l'immeuble de bureau, et le restaurant lieu de travail qui est de vrais restaurants, qui deviennent aussi un lieu de travail légitime, pas uniquement pour les repas d'affaires, qui était quand même un lieu intéressant. En fait, si on regarde l'évolution de l'immobilier aujourd'hui, un peu partout, on voit qu'on est en train de fabriquer des immeubles qui deviennent des immeubles polyvalents, sous réserve des problèmes de réglementation, c'est-à-dire que l'immeuble, en tant que tel, va abriter des bureaux, il va abriter des tiers-lieux, des espaces de coworking, mais il va abriter aussi des restaurants,
il va abriter des maternités, pas des maternités, des trucs... Des crèches. Des crèches, voilà. Ouais, et parfois même des habitations. J'ai en train de mixtes. chercher. Enfin, donc, on voit bien qu'on est en train de reconcevoir la ville de façon très différente, où on remet dans les mêmes espaces, en fait, du pluri-usage. Et c'est pour ça que quand vous dites on va ouvrir les restaurants de l'entreprise sur l'espace extérieur, en fait, on voit bien que ça va rejoindre les aspects de conciergerie. C'est-à-dire que, en fait, les collaborateurs de l'entreprise vont avoir des conventions avec plein de lieux où ils pourront venir en tant qu'usagers y faire ce qu'ils veulent. Et donc, je pense que ce que vous dites, c'est tout à fait ce qui est en train de se passer. Hein. On a, dans cette dynamique de multiplication des espaces, qui sont tous conçus comme des lieux de vie, en même temps que des lieux de travail, ils deviennent polymorphes, pluri-usages. Et donc là, on tombe sur un problème qui est tout à fait intéressant, c'est les aspects de sécurité. C'est que l'espace de travail est en train de se refractionner sur la liberté de circulation. Est-ce que j'ai le droit d'accéder où? Et là, on ouvre à la fois et en même temps on ferme. Et donc c'est ce grand mouvement qui est en train de se faire et qui devient très différent d'une entreprise à une autre. Ça rejoint la question qui avait été posée, est-ce qu'on a des différences par entreprise? En fait, on est en situation d'hyper-choix, de plus en plus. Chaque entreprise va être amenée à choisir dans l'ensemble des choses qui sont concevables un certain nombre de sous-ensembles qui correspondront à son besoin. Et effectivement, par rapport à la discussion sur les aspects d'efficacité, leur grand problème, c'est de dire, moi, je veux attirer et garder les talents. C'est-à-dire 5% de la population active pour lequel tout le monde se bat. Qu'est-ce qu'on fait des 95 autres qui, semble-t-il, peuvent aussi servir du point de vue de l'efficacité du fonctionnement de nos entreprises? Je dis ça parce que vraiment, ça me frappe. Dans tout le discours aujourd'hui, c'est comment attirer et garder les talents. Et donc, comme ça coûte trop cher de le faire par le salaire, parce que les motivations aussi deviennent plus élargies, alors on retrouve à ce moment-là un calcul économique qui est un calcul économique complètement ontologique, c'est-à-dire qui reprend la totalité de ce qu'est la personne et les espaces et le temps. Merci Alain. On voit bien en tout cas que pour l'heure, il n'y a pas encore de recette miracle. Et même, il me semble que c'est vous qui disiez ça aussi en conclusion. Ça bouge énormément, ça bouge rapidement. Il y a des expérimentations qui sont en cours. Donc je pense qu'on aura encore matière à débattre pendant un certain temps. Merci à tous en tout cas d'être venus. On va laisser maintenant un petit temps de réaction à la salle si vous avez des questions. N'hésitez pas, c'est le moment. Et après, on vous libérera pour aller vous hydrater parce qu'on a tous très chaud. Et je pense que ça nous fera du bien. Merci beaucoup.